Comme vous le savez probablement déjà, vous êtes issu de la rencontre du spermatozoïde de votre père, que j'ai représenté très schématiquement ici, et de l'ovule de votre mère. Cette rencontre s'effectue lors d'un événement que l'on appelle la fécondation, et donnera donc lieu à une cellule unique, que l'on appellera le zygote ou la cellule œuf. Parlons maintenant de chromosomes. Le spermatozoïde de votre père, tout comme l'ovule de votre mère, est ce qu'on appelle haploïde, c'est-à-dire qu'il ne contient qu'un seul exemplaire de chaque chromosome. Donc ici, par exemple, j'ai représenté un exemplaire du chromosome numéro 1 et ici, un seul exemplaire du chromosome numéro 2. Il en va évidemment de même pour la mère, qui possède un exemplaire du chromosome numéro 1 et un exemplaire du chromosome numéro 2. Ainsi, ces deux cellules haploïdes se réuniront, fusionneront pour former une cellule diploïde qui possède donc les chromosomes en deux exemplaires, l'un venant du père et l'autre venant de la mère. On a donc ici un karyotype humain entier avec 23 paires de chromosomes. 23 de ces chromosomes ont été donnés par le spermatozoïde du père, donc un exemplaire de chaque, un chromosome 15, un chromosome 7, un chromosome 17, etc., etc. Et on a les 23 autres chromosomes qui ont été donnés par l'ovule de la mère. Vous noterez qu'ici, la dernière paire de chromosomes est quelque peu particulière. C'est ce qu'on appelle la paire de chromosomes sexuels ou bien gonosomes. C'est finalement ces chromosomes-là qui permettront de différencier le bébé en garçon ou en fille dans le ventre de la maman. Si les chromosomes sont XY, la différenciation se tournera plutôt vers un garçon. Si les chromosomes sont XX, la différenciation se tournera vers une fille. Comme l'ovule de la mère ne peut donner que un chromosome X, puisque la mère est XX, donc sur son X numéro 1 ou X numéro 2, elle ne pourra donner de toute façon que un chromosome X, c'est nécessairement le spermatozoïde du père qui déterminera le sexe de l'enfant en donnant soit un chromosome Y, ce qui engendrera une différenciation en garçon, soit un chromosome X, ce qui engendrera une différenciation en fille. Donc pour rappel, ça ce sont ce qu'on appelle les gonosomes. Et tous les autres chromosomes sont ce qu'on appelle les autosomes. Vous verrez que dans le cas de maladies génétiques cette année, si une maladie génétique touche un autosome ou un gonosome, les conséquences ne seront pas les mêmes. Pour ceux qui auraient un peu oublié ce qu'est le lien entre un chromosome et de l'ADN, déjà sachez que l'ADN est présent dans le noyau de la cellule lorsqu'il y en a un. Rappelez-vous que les bactéries, par exemple, qui font partie des prokaryotes, n'ont pas de noyau, donc pour eux, l'ADN est libre dans le cytoplasme de la cellule. Le chromosome est tout simplement de l'ADN sous forme repliée, en fait, dans la cellule. En effet, la plupart du temps, l'ADN est sous forme décondensée, c'est-à-dire sous cette forme-là, sous la forme d'une petite pelote de laine dans la cellule, en fait. De temps en temps, lorsque la cellule a besoin de se diviser, donc de faire une division de type mitose ou méiose que vous avez vu en classe de première, l'ADN se compacte dans ces moments-là pour pouvoir se séparer plus facilement. En quelque sorte, il faut ranger ses affaires pour pouvoir mieux les séparer en deux parties équivalentes. C'est exactement la même chose qui se passe au niveau des cellules, c'est-à-dire que les chromosomes, c'est de l'ADN rangé, en quelque sorte, afin de pouvoir les séparer plus aisément. Ici, donc à côté de la cellule, là où l'ADN est complètement décondensé sous forme de filaments, finalement, ici, à l'inverse, vous avez de l'ADN qui est compacté et qui est donc sous forme de chromosomes. Donc en fait, il ne faut pas oublier que les chromosomes, c'est de l'ADN, mais sous une autre forme, finalement. Ici, les chromosomes sont représentés par paires. Vous voyez, il y a 2 chromosomes 10, 2 chromosomes 11, 2 chromosomes 12, etc., etc. Les chromosomes sont donc représentés par 2 et sont regroupés par numéro. Alors ici, vous avez la paire de chromosomes numéro 1, la paire de chromosomes numéro 2. Ces paires de chromosomes, on appelle cela des chromosomes homologues. Ils sont homologues parce que le chromosome numéro 6 donné par le père et le chromosome numéro 6 donné par la mère vont ensemble. Ils sont par paire, homologues. Ils portent de plus les mêmes gènes, car a priori,
le père et la mère d'un individu font partie de la même espèce. Si vous faites partie de la même espèce que quelqu'un, vous partagez nécessairement les mêmes gènes. En revanche, vous n'avez pas les mêmes versions de ces gènes. Les versions des gènes sont appelées des allèles. J'ai représenté ici une paire de chromosomes homologues. Donc admettons la paire de chromosomes numéro 9. La paire de chromosomes numéro 9, vous connaissez certains des gènes qui sont dessus puisque vous les étudiez depuis un certain temps, et notamment les gènes des groupes sanguins. Si ici, je place un locus est un emplacement de gène. Ici, je vais placer le locus du gène du groupe sanguin sur un de mes 2 chromosomes homologues, celui qui m'a été donné par ma mère ou mon père, par exemple. Si le locus des groupes sanguins est ici, sur un de mes 2 chromosomes homologues, il ne peut absolument pas être à un autre endroit comme ici, par exemple, sur l'autre chromosome homologue. Il sera nécessairement au même endroit. Voilà. Donc ça, c'est mes 2 chromosomes homologues avec les locus du gène des groupes sanguins. Le gène des groupes sanguins est à cet emplacement-là. Maintenant, mon père et ma mère ne m'ont pas forcément donné le même allèle. Partons du principe que mon père m'a donné l'allèle A et que ma mère m'a donné le même allèle, à savoir l'allèle A. Auquel cas, je suis de génotype. Donc le génotype est l'ensemble des allèles qui sont présents sur les chromosomes d'un individu. Je suis de génotype A. A. On écrit les choses ainsi. Entre parenthèses, c'est l'écriture qui permet d'écrire le génotype. Les 2 barres représentées ici, les 2 slash en quelque sorte, représentent chacun un des chromosomes. Donc ici, je suis A sur un de mes chromosomes et A sur l'autre de mes chromosomes. Donc je suis de génotype A et je suis de phénotype. Le phénotype est ce que j'exprime. Donc forcément, en étant de génotype AA, je suis forcément de phénotype A. Le phénotype est entre crochets, c'est ce qui est exprimé par l'individu. Prenons un autre cas de figure maintenant où mon père m'a donné l'allèle A et ma mère m'a donné l'allèle O. Auquel cas, je suis ce qu'on appelle un hétérozygote, contrairement à la situation précédente où j'étais homozygote. Homozygote signifie qu'on a le même allèle sur ces 2 chromosomes homologues. Ici, l'individu que j'ai représenté là est hétérozygote. Il n'a pas la même version des allèles sur ces 2 chromosomes homologues. Le génotype s'écrira cependant toujours entre parenthèses. Donc ici, mon individu est A, O. Par contre, vous savez qu'avec les règles de dominance et de récessivité, un individu qui présente un tel génotype exprimera uniquement le A, donc son phénotype, entre crochets, sera A. Vous l'aurez deviné, on peut également traiter le dernier cas un peu atypique, entre guillemets, qui est d'avoir mon père qui m'a donné l'allèle A et ma mère qui m'a donné l'allèle B, auquel cas, évidemment, je suis hétérozygote, puisque mon père et ma mère ne m'ont pas donné le même exemplaire. Je suis de génotype A, B. Cela s'écrit toujours entre parenthèses. Et je suis de phénotype AB, puisque nous sommes dans un cas de codominance où les 2 s'expriment. Donc dans ces cas-là, tout simplement, on écrit ainsi. Au programme de terminale, vous allez étudier les divisions de méiose et de mitose. Avant ces divisions, les chromosomes passent de 1 chromatide à 2 chromatides. Ils effectuent ce qu'on appelle une duplication. La duplication des chromosomes ou bien la réplication de l'ADN. Ça a lieu pendant la phase S du cycle cellulaire que vous avez étudié en première spécialité. Donc mes chromosomes passent de 1 chromatide à 2 chromatides. Cette année, vous allez devoir être particulièrement attentif au placement de vos allèles sur les chromatides sœurs du chromosome homologue. Ces chromatides sont sœurs jumelles même, je dirais. Donc cela signifie qu'elles ont exactement les mêmes allèles. Prenons l'exemple d'un gène qui a 2 allèles, l'allèle petit a
plus, par exemple, et petit a moins. Donc ici, mon père, par exemple, m'a donné l'allèle A+, et ma mère m'a donné l'allèle A-. Vous noterez que j'ai bien placé les locus de ces deux gènes aux mêmes endroits. Ici, mes chromatides sœurs sont jumelles. Cela signifie que si sur cette chromatide-là, j'ai l'allèle A+, sur cette chromatide-là, j'ai aussi forcément l'allèle A+. De même, ici, sur mon autre chromosome homologue, cette fois on s'occupe de celui-là, on a donc l'allèle A-, et de l'autre côté, on a nécessairement l'allèle A-. Faites attention à ne surtout jamais vous tromper et à ne pas mettre l'allèle A+ sur une des chromatides et l'allèle A- sur sa chromatide sœur. Ça, c'est une grosse erreur, une grosse bêtise que l'on retrouve trop souvent dans les copies et qui vous vaut énormément de pertes de points parce que ça sous-entend que vous n'avez pas compris comment a lieu cette réplication de l'ADN. Donc n'oubliez pas, quand vous représentez vos chromosomes comme ça, s'il y a A+ d'un côté, il y a forcément A+ de l'autre. Entraînons-nous un peu. Ici, je vous propose du coup 2 chromosomes homologues d'une paire de chromosomes qui fait partie de vos 23 chromosomes. J'ai pris au hasard 2 gènes différents, le gène A et le gène B, avec chacun 2 allèles possibles, A+, A- pour le gène A et B-, B+, pour le gène B. J'ai dupliqué du coup ces chromosomes et je vous propose 3 possibilités, la proposition numéro 1, la proposition numéro 2 et la proposition numéro 3. Je vous laisse réfléchir. À votre avis, dans ces 3 possibilités, laquelle est la bonne? Analysons ensemble la proposition numéro 1. La proposition numéro 1 est assez alléchante puisque l'on a en effet ici un chromosome qui recopie entre guillemets exactement ce qui est ici. Mais quand on s'y penche de plus près, on se rend compte avec effroi à quel point elle est fausse. En effet, on a ici nos chromatides sœurs jumelles qui ne sont pas du tout jumelles puisqu'on a A+ d'un côté et A- de l'autre. Donc ce n'est pas du tout possible. Je vous rappelle que si on a A+ de ce côté-là, on doit avoir nécessairement A+ de l'autre côté. Donc cette proposition n'existe pas. Ça, c'est impossible, c'est faux. Ce ne sera donc pas la proposition numéro 1. Passons à la proposition numéro 2. Pour la proposition numéro 2, on a des chromatides jumelles qui ne sont pas du tout non plus jumelles. Et on n'a pas respecté les locus des différents gènes. Ici, on a le locus du gène A et en face, on a le locus du gène B. Ce n'est absolument pas possible, puisque je vous ai dit précédemment que le locus était l'emplacement d'un gène et que un gène à son emplacement, il ne pouvait y avoir que lui-même. Donc ici, cette proposition n'est non plus absolument pas possible. Ici, nous avons des chromatides jumelles qui sont bien jumelles, avec A+, A+, d'un côté, B-, B- de l'autre. Ce chromosome-là, finalement, n'est que le recopiage de celui-là, où en fait, on a dupliqué, on a photocopié cette chromatide en double. Et on l'a donc ici et ici. Il en va la même chose de l'autre côté. Donc, on a bien nos chromatides sœurs qui sont respectées. La bonne proposition est donc la proposition numéro 3. Normalement, si vous avez bien suivi, vous auriez dû arriver à cette conclusion. Parlons un peu de formule chromosomique maintenant, puisque vous savez, en fonction de la quantité de chromosomes qui sont présents dans la cellule et si celle-ci est haploïde, c'est-à-dire si les chromosomes sont présents tout seuls, ou diploïde, c'est-à-dire si les chromosomes sont présents par paire, on ne va pas l'appeler exactement pareil. Ici, je vais représenter une cellule haploïde, c'est-à-dire qu'elle a un exemplaire de chaque chromosome. Donc elle a un exemplaire du chromosome numéro 1 et un exemplaire du chromosome numéro 2. Cette cellule, elle a donc des chromosomes qui sont tout seuls, qui ne sont pas par paire. Les chromosomes ne vont pas avec leur homologue, ils sont tout seuls. C'est le cas par exemple de vos ovules et des spermatozoïdes. Donc ici, on a une cellule 1N, qu'on peut appeler aussi une cellule N, c'est pareil, égale. Et après le égal, je vais mettre le nombre de chromosomes qui sont présents dans la cellule. Bon, ici, j'en ai un là et un là. Donc ça fait 1N égale 2. Ou N égale 2. N parce que mes chromosomes sont tout seuls, ils ne vont pas par paire.
égale 2 parce qu'il y en a 2. 1, 2. Donc c'est parti, maintenant je vais représenter des chromosomes qui vont par paire. Donc je vais représenter ici une paire de chromosomes qui est la paire de chromosomes numéro 1. Et à côté, hop, je vais représenter la paire de chromosomes numéro 2. Ici, mes chromosomes vont par paire. Donc je ne suis plus dans le cas N. Je suis cette fois dans le cas 2N. Puisqu'ils vont par paire, comme des paires de chaussures. Et je vais compter le nombre de chromosomes qui sont dans ma cellule. Je suis à 2N égale 1, 2, 3, 4. Donc 2N égale 4. Une chose qui vous perturbe souvent pour nommer les chromosomes, et pourtant ça ne change rien, c'est si vos chromosomes sont à une ou deux chromatides. Donc ici, par exemple, je vais représenter des chromosomes qui sont à 2 chromatides. Hop, ici j'ai toujours la paire de chromosomes numéro 1. Et ici, hop, je vais représenter ma paire de chromosomes numéro 2. Hop. Je vais compter mes chromosomes. Donc déjà, ils sont par paire. Donc comme ils sont par paire, on est en représentation 2N. Vous voyez, ils vont par paire, il y en a 2, 1 et 2, 2. Et je compte le nombre de chromosomes. Je ne compte pas le nombre de chromatides, mais bien le nombre de chromosomes. Ici, j'ai des chromosomes à 2 chromatides. Et des chromosomes, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Donc ici, j'ai aussi une cellule 2N égale 4. Je suis exactement dans le même cas que précédemment. Je vous propose maintenant une petite série d'exercices où vous allez devoir essayer de me retrouver la formule chromosomique de différentes cellules. Donc ici, cette cellule, selon vous, quelle est sa formule chromosomique? Alors, on a des chromosomes qui sont par paire. Vous voyez, celui-là, son homologue, c'est celui-là. On les représente traditionnellement, évidemment, de la même taille et souvent de la même couleur. Donc comme ils vont par paire, comme des paires de chaussures, on est dans un cas 2N. Maintenant, on compte le nombre de chromosomes et pas le nombre de chromatides. Ici, mes chromosomes ont 2 chromatides, mais en fait, il pourrait en avoir qu'une seule, ce serait exactement la même formule chromosomique. Donc ici, j'ai une cellule 2N égale 2. Bravo à tous ceux qui avaient trouvé cela. Donc ici, on continue. Je vous demande maintenant de me trouver quelle est la formule chromosomique de cette cellule. Alors, ici, on a clairement des chromosomes qui sont tout seuls. Aucun ne va par paire. On a des chromosomes qui n'ont ni la même taille, ni la même couleur, hein, entre guillemets. Alors évidemment, dans la cellule, tous les chromosomes, ils ont la même couleur, mais quand on les représente en schéma, on essaye de prendre des couleurs différentes. Donc ici, on est dans un cas 1N, qu'on appelle aussi une cellule N, en fait, c'est pareil, hein, égale, je compte le nombre de chromosomes, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je suis dans un cas 1N égale 5. Passons maintenant à cette cellule, à vous de trouver sa formule chromosomique. Ici, on a un chromosome qui a certes 2 chromatides mais qui est tout seul, il n'a pas son homologue. Hein. S'il avait son homologue, on aurait un autre chromosome ici de la même taille et de la même couleur. Ce n'est pas le cas. Donc ici, on a un chromosome tout seul. On est donc dans le cas de 1N, ou N, hein, c'est la même chose, égale 1. Tout simplement. Maintenant, histoire de changer un peu, je vous propose de faire le jeu inverse, c'est-à-dire de me dessiner une cellule qui est 2N égale 8. Donc allez-y, prenez une feuille, des stylos de différentes couleurs, et c'est parti, on dessine une cellule 2N égale 8. Dans une cellule 2N égale 8, les chromosomes y vont par paire, donc il faut forcément les représenter par paire. Ici, j'ai donc 2 exemplaires du chromosome numéro 1. Je peux très bien les représenter comme ceci, ou bien comme cela. Mes chromosomes peuvent être à 1 ou 2 chromatides, ça ne changera pas la formule chromosomique finale. Bon, là j'ai fait une cellule 2N égale 2, donc ça va pas, faut que je fasse une cellule 2N égale 8. Je vais dessiner des chromosomes simples pour changer. Hop, 2 chromosomes rouges,
2 chromosomes marrons, 2 immenses chromosomes verts et 2 chromosomes bleus. Ici, mes chromosomes sont bien par paire, donc j'ai bien une cellule diploïde 2N, et 8, car j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chromosomes. Je vous rappelle que j'aurais pu représenter tout à fait des chromosomes à 2 chromatides. Mais soyez cohérents. Si vous dessinez certains de vos chromosomes à une chromatide, alors ils doivent tous être à une chromatide. La cellule, quand elle réplique l'ADN, elle réplique l'ensemble de son ADN, pas seulement certains de ses chromosomes. Donc vous ne pouvez pas dessiner certains chromosomes comme ça et d'autres à une seule chromatide. Ou alors votre cellule, elle risque d'avoir un petit problème. Pour finir enfin cette partie, je vous demande cette fois de me dessiner une cellule N égale 3. Dans une cellule N égale 3, les chromosomes sont tout seuls. Ils ne vont pas par paire. Donc, on les dessine tout seuls. J'ai décidé cette fois de dessiner des chromosomes à 2 chromatides. Ça ne change rien, je vous rappelle. Vous pouvez très bien sur votre feuille dessiner des chromosomes à une chromatide. Ça ne change rien. Le nombre de chromatides n'a pas d'importance dans la formule chromosomique. Ici, je vous rappelle encore une fois que mes chromosomes ne soient une ou deux chromatides, ça ne change rien du tout. Mes chromosomes sont bien N puisqu'ils sont tout seuls. Égale 3 car il y en a 1, 2 et 3.